Ce qui se passe aujourd'hui est clair. Nos troupes ont l'initiative stratégique sur toute la ligne de contact. J'ai dit récemment que nous les écraserions, mais il y a des raisons de croire que nous allons les achever. Les Ukrainiens nous ont toujours prévenus, d'abord, que Poutine n'avait qu'un but, il y a 3 ans, ou encore maintenant, c'était de prendre le total contrôle de cette Ukraine. Conquérir, terminer les opérations spéciales, commencées, je vous le disais, depuis 3 ans, peu importe le temps que cela prendra. Thomas, merci beaucoup d'être avec nous, merci à Vincent qui vous accompagne. Les dernières déclarations du chef du Kremlin ne sont certainement pas des surprises pour celles et ceux qui sont autour de vous, mais ça en dit long quand même sur l'état d'esprit réel du président russe, que ce soit face aux négociations, mais également le jeu qu'il joue vis-à-vis de Donald Trump. Il est en pleine confiance, Vladimir Poutine, ça c'est indéniable. Nous avons les moyens de les achever. Vladimir Poutine qui estime que Volodymyr Zelensky et l'ensemble de la classe politique en Ukraine est illégitime. Il parle de la Russie comme de la 4e puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde. La réponse de Kiev, elle a été très rapide par la voix du porte-parole de la présidence. Il faut que le président russe n'oublie pas de prendre ses petites pilules. Voilà ce qu'a dit la présidente Zelensky tout à l'heure. Poutine qui dit aussi que son armée contrôle 99% de la surface de la région de Louhansk, 70% des régions de Kherson, Zaporizhia et Donetsk. Alors évidemment, c'est exagéré. Néanmoins, effectivement, sur les théâtres d'opération, l'armée russe est à l'offensive. L'armée ukrainienne disait ce matin qu'elle poussait beaucoup cette armée russe dans la région de Zaporizhia. Les Ukrainiens ne contrôlent plus que 80 km² environ de la région de Kursk qu'ils ont attaqué l'été dernier. Ils sont aussi en difficulté autour de Pokrovsk. La pince russe continue de se mettre en place. Pareil dans la région de Toretsk que nous nous sommes rendus il y a quelques jours avec Vincent Wartner. Bref, c'est difficile sur le front militaire pour les Ukrainiens et ça, Vladimir Poutine le sait. Il sait aussi que tout cela peut peser dans les négociations qui s'annoncent. Merci beaucoup Thomas, merci à Vincent. On vous retrouvera tout à l'heure dans ce LCI midi. On va parler du terrain dans quelques instants avec Laura Pouget. Point complet sur les différents fronts où les combats dansent. Ces combats continuent, se poursuivent. Vous avez entendu ce que vient de dire Thomas Misraki. Mais revenons d'abord sur ces déclarations. Sur ce, Magali... Vladimir Poutine en toute confiance. J'ai bien aimé l'attaque du papier de Thomas. Absolument, c'est vraiment ce qu'on sent avec des mots qui sont d'une brutalité vertigineuse. Et c'est vrai que quand on entend Vladimir Poutine parler comme ça, on peut quand même se demander comment réagit un Donald Trump à Washington. Parce que c'est quand même un camouflet pour les Américains de l'entendre parler ainsi. Au moment où il y a des négociations, où Donald Trump fait mine que ces négociations avancent, même s'il lui-même commence à comprendre un petit peu le calcul du Kremlin, mais où il a tellement lâché. Et c'est vrai qu'on voit que Vladimir Poutine, lui, ne cède sur rien et que l'objectif, il est toujours le même, c'est-à-dire s'emparer de l'Ukraine, démettre Zelensky. Et c'est vrai que ces déclarations hier étaient particulièrement violentes. Dans la presse américaine ce matin, on trouvait beaucoup d'articles et de tribunes se demandant si vraiment Donald Trump pensait sérieusement que Poutine était en train de lâcher quoi que ce soit, dénonçant la naïveté du président américain. Ça va devenir un véritable problème quand même pour Donald Trump d'avoir un Vladimir Poutine qui ainsi affiche ses objectifs. Quand on entend ça, on se rappelle presque de Poutine sur les Tchétchènes, j'irai les buter jusque dans les chiottes. C'était ce qu'il disait quand même à l'époque. Et cette idée-là d'aller les achever, quoi qu'il en coûte, c'est quand même, on voit bien ces derniers mots de Poutine qui sont dans cette brutalité affichée. Et on verra que quoi qu'il en coûte sur le terrain pour les troupes russes qui gagnent des mètres carrés, c'est exact, je crois qu'il y a un chiffre qui traîne aujourd'hui dans les renseignements ukrainiens qui parle que cette offensive de Kursk pour gagner le terrain, c'est à peu près 50 000 hommes. Ça fait quand même beaucoup hors de combat, pas forcément tués, mais hors de combat. Général, on a le sentiment de retrouver un Poutine comme au début de cette guerre, conquérant, à part qu'il est beaucoup plus froid et beaucoup plus calme.
est beaucoup plus sûr quand même, parce que je n'ai pas le souvenir qu'il y a 3 ans qu'il était si sûr de lui. Il s'était lancé, mais c'était un peu soft. Là, c'est absolument pas soft. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'aujourd'hui, il a toutes les cartes en main. Il le dit, d'ailleurs. Quant à dire qu'il va pouvoir effectivement écraser l'armée ukrainienne, j'ai quand même quelques doutes, parce que quand même, les kilomètres carrés ne sont pas gagnés en grand nombre. Actuellement, il y a une certaine, je dirais, ralentissement des opérations. C'est ce qu'on peut constater. En revanche, il est terriblement sûr de la victoire finale. Et je dirais que ce n'est pas forcément parce que c'est sur le terrain que ça se passe, mais peut-être aussi quand il voit la situation internationale. Alors on vient de parler de Trump, moi je parle aussi des Européens. Les Européens qui disent on va soutenir l'Ukraine, on va... Ils étaient rassemblés hier à Paris. Voilà, donc il y a beaucoup de conférences. Le problème, quand vous-même reprenez le plan de von der Leyen, c'est être prêt pour 2030. Donc aujourd'hui, si c'est pour être prêt à 2030, d'ici là, Poutine sait qu'il a les mains libres, puisque les Américains n'interviendront pas et que les Européens ne sont pas prêts. Donc en fait, on est dans une question de calendrier, et Poutine sent qu'il a le calendrier en sa faveur, même si ça prend encore 6 mois avant d'avoir un résultat définitif. Et puis la dernière question qu'on pourrait évoquer, on vient de parler de Trump, mais est-ce que Trump va continuer d'accepter cette situation-là? Est-ce qu'à un moment donné, comme on l'avait dit d'ailleurs avant qu'il arrive aux affaires, est-ce qu'il ne va pas finalement donner le maximum d'armes possibles aux Ukrainiens pour changer finalement la donne? Le seul problème, c'est que c'est un peu tard maintenant, puisque maintenant les Russes sont vraiment à l'offensive, et n'oublions pas que nous sommes au printemps, et que c'est là qu'on se bat, entre guillemets, le mieux dans ces pays-là. Avec ce risque, et on en parlait la semaine dernière ensemble, même au début de cette semaine, Benoît, c'est que peut-être que Trump, face à cette détermination du président russe, on a l'impression que c'est vraiment lui qui mène la danse, qui mène le bal, peut-être d'abandonner le sort de l'Ukraine à nous seuls, nous les Européens, en disant c'est très compliqué, donc du coup on ne peut pas négocier avec Poutine. On fera peut-être du business avec les Russes, mais l'Ukraine, c'est plus notre problème. Ouais, en fait, le vrai risque, c'est qu'à un moment, les Américains décident que l'Ukraine, dans la négociation qu'ils mènent avec les Russes, et qui encore une fois dépasse le simple sujet de la guerre en Ukraine, que l'Ukraine, c'est quelque chose qu'on peut se permettre de perdre. Pour gagner sur le plan du business, sur le programme nucléaire. Le Groenland, on en reparlera tout à l'heure. Le Groenland, voilà, parce que Vladimir Poutine a aussi eu des déclarations disant finalement, vous avez votre sphère d'influence en Amérique du Nord, le Groenland, le Canada, etc. Et puis nous, on a la nôtre finalement. Donc, oui, il y a un partage du monde incroyable qui est en train de se faire. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ce scénario de partage du monde. Et finalement, ça pourrait tout à fait être avantageux pour les Américains. Et nous, effectivement, comme l'a très bien dit le général, nous ne sommes pas prêts à prendre le relais. Donc en réalité, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que l'Ukraine fait la paix maintenant dans des conditions les moins mauvaises possibles, avec malgré tout un appui américain, ou est-ce que la guerre continue, auquel cas Vladimir Poutine a toutes les raisons de se sentir très confiant. Pour le moment, cette guerre continue, vous allez le voir. Merci Laura de nous avoir rejoints sur le terrain. Tara Misraki, Vincent Wartner nous faisait un point. La situation est compliquée, très compliquée sur les différents fronts de cette guerre. Poutine dit mes troupes sont à l'initiative stratégique sur tous les points de contact sur cette très longue ligne de front. Il dit vrai, le président russe, ou il y a quand même quelques points où ça se passe peut-être plus difficilement pour Moscou? Ce qui est vrai, Christophe, c'est que ces troupes ont l'initiative. Ce sont elles qui mènent les attaques quand les Ukrainiens sont en position de défense. Cependant, dans le Donbass, leur objectif prioritaire, elles n'avancent pas beaucoup ces derniers temps. Voici une carte montrant plusieurs points chauds de ce front de l'Est, en date de janvier et en date d'aujourd'hui. Vous voyez qu'entre les deux, la situation n'a pas beaucoup évolué. Et pourtant, chaque jour, l'ISW répertorie un grand nombre d'attaques menées par les Russes. Là où les Russes ont le plus avancé au mois de mars, c'est finalement sur leur propre territoire, puisqu'ils ont repris aux Ukrainiens presque l'intégralité de la poche de Koursk. Ne reste aux forces de Kiev que la petite partie bleue sur ma carte, tandis qu'au mois d'août, début de l'offensive, elles contrôlaient toute cette partie en rouge. Dans la région de Koursk, l'ISW estime que Moscou avait positionné quelques 78 000 soldats. Ils sont désormais quasiment tous libres d'être repositionnés ailleurs. Et le mouvement a déjà commencé. Les Russes ont profité de la reprise de Koursk pour avancer en territoire ukrainien dans l'oblast frontalier de Soumy. Là, ils ont poussé d'environ 5 km depuis la frontière jusqu'au village de Bassivka, que vous voyez ici marqué sur ma carte. Et alors justement, cette contre-offensive, cette avancée fait craindre le pire, une offensive de printemps de la part des troupes de Moscou. Volodymyr Zelensky en parle dans l'interview qu'il a accordée cette semaine à nos confrères du Figaro. Il faut regarder la situation les yeux grands ouverts, dit-il. Poutine prépare une nouvelle offensive, notamment à Soumy,
et dans la région de Kharkiv. Dans cette région de Kharkiv, les Russes s'attaquent près de la ville de Vovchansk, située ici. Leur objectif, se rapprocher de Kharkiv, la deuxième ville du pays, à 60 km au sud, qu'ils avaient visée au début de la guerre, sans jamais parvenir à la conquérir. Enfin, au sud, une autre région mérite d'être scrutée, celle de Zaporijjia, annexée par les Russes en septembre 2022, mais dont ils ne contrôlent que 70%. Ces derniers temps, Moscou a réactivé ce front qui était un peu endormi. Les attaques sont quotidiennes dans cette zone de Robotiné et les Russes ont revendiqué récemment la prise d'un village, Stepove ici, repris par les Ukrainiens lors de la contre-offensive de l'été 2023. Il se trouve à 60 km de la grande ville de Zaporijjia. Merci beaucoup Laura pour ce point complet. Tiens, regardez ces images. Il s'agit d'un tronçon du pipeline emprunté par les unités russes lors de cette fameuse opération d'infiltration dans la région de Koursk, visant à reprendre avec succès d'ailleurs pas mal de kilomètres carrés. Un fait de guerre transformé d'ailleurs par Moscou en une action d'éclat réalisée par des héros, je cite, et qui sera, selon la propagande, enseigné dans les manuels militaires. Voyez, aujourd'hui, ce morceau de pipeline est transformé en un véritable objet de culte. Cette contre-offensive, vous y croyez, général? C'est la crainte, c'est la difficulté, c'est peut-être ce qui fait que Vladimir Poutine, que l'on a entendu tout à l'heure, est aussi serein, que ce soit vis-à-vis du sort réservé à l'Ukraine, mais également des États-Unis et de Donald Trump? Pour une contre-offensive, ça voudrait dire qu'il a des ressources humaines et matérielles de nouveau disponibles. Moi, j'ai du mal à croire que cela existe encore aujourd'hui. Parce que d'abord, si on écoute toutes les pertes du côté russe, c'est qu'il aurait pu y avoir grand monde. Bon, il y a encore une pression sur la ligne de front, mais moi je ne pense pas qu'il y ait une contre-offensive en tant que telle. Je pense qu'il y a une offensive qui a commencé et qui ne va pas s'arrêter, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Elle est déjà en cours, cette offensive. Ça pousse partout. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il y a du monde derrière? Et ça, on ne peut pas répondre aujourd'hui. On n'a pas d'informations, on n'a pas vraiment de compte-rendu, de dire, bah oui, il y a des unités de combat qui ont été reconstituées, qu'il y a des soldats qui sont engagés en grand nombre. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc aujourd'hui, moi, je pense plutôt que tant que les troupes russes peuvent avancer, parce que l'offensive a commencé, il n'y aura pas de contre-offensive particulière. En revanche, c'est la question, est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un trou, une percée, et qui permettrait, s'il y a des troupes d'exploitation derrière, capables justement d'exploiter, d'avancer. Mais à la date d'aujourd'hui, j'y crois pas, parce que j'ai l'impression que les forces ukrainiennes résistent quand même très bien. Benoît, est-ce à dire, quand on entend Vladimir Poutine et ses conseillers, parce que tous parlent le même langage, que tant que ces troupes continuent d'avancer, il ne lâchera rien, il ne négociera rien? Il a pas vraiment de raison de lâcher quoi que ce soit. Quand vous êtes en train de gagner, vous poussez votre avantage, vous cédez pas, vous offrez pas des concessions. Donc aujourd'hui, si on se met à la place de Vladimir Poutine et à la place du gouvernement russe, ils sont en train d'avancer vers leurs objectifs. Donc leur intérêt, c'est de continuer à pousser, d'accentuer l'effort et d'utiliser cette phase de négociation qui s'est ouverte avec les Américains pour gagner du temps, faire durer les hostilités, prendre le plus de gages possible, avant éventuellement un retournement d'attitude, par exemple, de Washington, qui là changerait les termes de la négociation. Mais pour l'instant, la Russie joue sa partie et il faut reconnaître qu'elle le joue bien parce que c'est elle qui a le plus d'atouts en main à l'heure actuelle. Mais Magali, vous connaissez bien les États-Unis. Je rappelle quand même que vous avez couvert cette extraordinaire campagne, la dernière, qui a désigné le 47e président des États-Unis. On a vraiment le sentiment que il y a deux mondes, deux présidents. Alors certes, ils peuvent s'accorder sur du business ou sur le sort de l'Europe ou des Ukrainiens, mais on avait l'impression qu'il y en a un qui tient les gouvernes de l'appareil et l'autre essaye de monter dedans, et celui qui tient les gouvernes, malheureusement, c'est, je ne sais pas si on le voit derrière moi, c'est Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine qui aurait même, d'après les informations américaines, qui aurait même obtenu la tête de l'émissaire au départ qui avait été nommé, Kellogg, nommé par Donald Trump pour s'occuper justement du dossier russe, parce qu'il le trouvait trop favorable à l'Ukraine. Et c'est comme ça que Witkoff, dont on ne cesse maintenant de parler, le grand ami de Trump, s'est retrouvé émissaire non pas seulement du Proche-Orient, mais aussi de tout le dossier russo-ukrainien. Et on a vu à quel point, cette semaine, il reprenait tout le narratif du Kremlin. Donc pour le moment,
on a quand même une administration Trump qui a fait un virage et qui change complètement la donne, parce que dans une négociation, la personne qui est censée jouer les médiateurs est censée quand même être impartiale. Or là, on n'a plus une impartialité du côté de Donald Trump, qui joue en fait sa propre partition. C'est-à-dire qu'il poursuit d'autres intérêts et l'Ukraine, oui, il veut que ça se termine vite. Et donc, pour le moment, on le voit qui lâche. Et pour le moment, c'est vraiment Vladimir Poutine qui mène cette négociation et qui obtient que ce soit sur les frappes énergétiques, cette trêve qui n'a jamais eu lieu, mais en fait, on voit que c'est plutôt pour essayer de stopper les Ukrainiens qui mènent des frappes en Russie, notamment sur les installations pétrolières. Quant à la trêve sur la mer Noire, là aussi, c'est plutôt favorable à Vladimir Poutine, puisque aujourd'hui, l'une des seules réussites, finalement, enfin l'une des grandes réussites de l'Ukraine, c'est quand même d'avoir obligé les bateaux russes à aller se réfugier bien plus loin dans la mer Noire qu'aux portes de l'Ukraine.